Bonjour Serge, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être fidèles à notre rendez-vous santé du jeudi. Le Covid a éprouvé lourdement et durablement le personnel soignant, le confrontant à une crise d'une violence extrême, comparable à ce qu'on voit généralement en médecine de catastrophe ou en situation de guerre. Mise à l'honneur lors du premier confinement par des applaudissements chaleureux et nourris tous les soirs à 20h, les soignants ont ensuite poursuivi dans une relative indifférence leurs tâches face à une épidémie qui n'a pas désarmé depuis 1 an et demi et qui a même fait craindre il y a peu une implosion de notre système hospitalier avant que le génie épidémique, comme l'appelle le professeur Axel Kahn, ait commencé à soulager les urgences et désengorger les réanimations. J'ai souhaité aujourd'hui rendre hommage aux soignants tout en tentant de comprendre leurs difficultés, parfois leurs souffrances, et d'envisager les solutions à mettre en place pour les aider, les soulager et redonner du sens à leur exercice, trop souvent sous-estimé, banalisé, dévalorisé. J'ai le plaisir pour ce faire de recevoir cet après-midi le docteur Véronique Lefebvre des Noëttes, psychiatre des hôpitaux, qui a coordonné un ouvrage au titre explicite, Soigner les soignants, sous-titré Les soignants à l'épreuve de la crise hospitalière et sanitaire, chez MA Éditions SK. Docteur Lefebvre, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Alors, vous êtes psychiatre, vous exercez à l'hôpital Émile Roux de Limeil-Brévannes. C'est exact. Votre ouvrage non seulement dresse en 21 chapitres un constat éclairant de la situation, mais apporte des solutions concrètes aux souffrances des soignants. Nos héros sont fatigués. Nos héros sont extrêmement fatigués, au bord de l'implosion, du burn-out et de la cassure de leurs espoirs soignants. Puisqu'on sait aujourd'hui que 40% des infirmières, alors que c'est aujourd'hui la journée internationale de l'infirmière, veulent quitter ce très beau métier. Alors, on va planter le décor d'avant la crise. On est avec un hôpital et des soignants déjà à bout de force. L'hôpital malade de ces réformes successives et d'une logique que vous appelez managériale? Oui, nous appelons ça une logique comptable. Moi, je ne compte pas, je ne numérise pas mes patients. Même si on m'oblige à incrémenter des logiciels, je m'occupe de personnes malades avec toute une histoire, avec leur famille autour. Et c'est extrêmement dur pour nous de voir nos valeurs de soins, nos vocations broyées dans un système managérial en silo qui copie le management agressif et brutal du privé. Vous pouvez nous dire un mot, parce que le public ne connaît pas la T2A. Alors la T2A, c'est un nom barbare, j'aime pas les acronymes, mais c'est tarification à l'activité, d'où le 2A. C'est-à-dire qu'on nous fait faire des actes, on numérise, on compte. Par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Je suis psychiatre de la personne âgée. Mes consultations durent très longtemps, 1 heure, 1 heure et demie. Eh bien, on me dit que je suis nulle parce que je n'arrive pas à en faire 10 dans la matinée. Et que vous n'êtes pas rentable. Exactement. Alors, il y a, on le comprend dans votre ouvrage, une industrialisation à outrance du soin, et vous dites on a abandonné l'hospitalité, l'humanisme légendaire pour la rentabilité, la performance, l'efficience, l'évaluation. Que des mots que j'entends comme des mots barbares à mon oreille de vieille soignante. Et ce n'est pas ça l'efficience. On ne peut pas plaquer un modèle managérial vu du privé sur un hôpital public. Qu'est-ce que ça veut dire la rentabilité du soin? Ça n'existe pas. Alors le professeur Laco-Saint-Guilly, que j'avais connu à l'hôpital Tenon, dénonce et dit soigner maintenant réduit à une prestation d'acte, à une médecine de plateau technique, une vision de prestataire. Il a tout à fait raison, et il le sait, puisqu'il travaille dans une grande institution publique comme moi-même. Les gens, alors à la fois le public, nous sommes deux. J'ai le droit à tel panier de soins, j'ai le droit à telle chose, et plus vite, les meilleurs et gratuits, sans se rendre compte que, le bateau craque, qu'on ne peut pas, bien avant la crise de la pandémie, on ne peut pas répondre à toutes les demandes. Vous expliquez dans votre livre, et là je l'ai appris, qu'en fait les salaires constituent une variable d'ajustement. Ils représentent en fait 70% des frais de fonctionnement de l'hôpital, et on vous demande en fait de faire mieux avec beaucoup moins. Avec beaucoup moins. Alors, avant le Covid, il y a également la crise des urgences.
Oui, les urgences ont toujours été en tension parce qu'on voit urgence et ouvert. La nuit ne s'éteint jamais. Il y a une croix rouge. On accueille toutes les misères du monde. Non seulement les véritables urgences, mais aussi les urgences psychosociales, mais aussi les clochards, mais aussi les malades psychiatriques en décompensation. Vous avez une formule terrible et juste. Vous dites les urgences sont le reflet de la société d'aujourd'hui, drainant ce qu'il y a de pire et de meilleur. C'est tout à fait exact. Avec des personnels qui sont en tension, qui se font insulter, qui se font agresser, notamment la nuit. Un personnel qui se féminise et qui ne peut répondre à toute cette violence sociale. Alors, dans la profession médicale, on a assisté également, alors je ne parle pas des infirmières, mais même des médecins, je dirais, un changement de mentalité. La médecine était autrefois presque un sacerdoce. C'est tout à fait exact. Une vocation, un sacerdoce, c'est-à-dire on ne comptait pas ses heures. À partir du moment où un médecin se met à compter ses heures, on peut se dire qu'il n'a plus la même allant, le même envie de venir tous les jours endosser sa blouse blanche. Le paradigme a changé. Mes jeunes internes, une fois leur garde finie, je suis en pleine conversation avec eux sur un patient. Ils raccrochent la blouse, je dis mais qu'est-ce que tu fais ? Mais c'est mon repos compensateur. Jamais ça m'est arrivé. Le travail également a beaucoup changé par rapport à ce qu'on a pu nous connaître. Vous expliquez qu'il y a beaucoup plus de concertation, de coordination, de partage, de délégation et que la prise de décision solitaire tend à disparaître. Peut-être que ça, c'est pas mal. Alors, elle reste toujours... Les gens ne comprennent pas qu'il y a une délibération qui est collective, mais la prise de décision reste solitaire, puisqu'elle nous engage, nous, en responsabilité, les médecins. C'est nous qui prescrivions, in fine. Même si avant, il y a évidemment un colloque qui ne doit pas être singulier. Alors vous dites, on a quitté le guérir parfois, soulager souvent, accompagné toujours d'Hippocrate. Oui, c'est très triste, parce que cette dimension de consolation, de soulagement, doit faire partie de ce que l'on nomme aujourd'hui le care, c'est-à-dire la prise en charge globale de nos patients, pas uniquement une médecine d'organes. Vous aimez bien le terme soin, donc care, c'est ça, c'est le soin. Et là-dessus, donc sur cette crise de l'hôpital, sur cette crise des urgences, survient un épisode, une crise sans précédent. Je la qualifierais même plus de crise, parce qu'une crise, ça monte et puis ça redescend. Et là, on voit pas, le plateau redescend. Depuis 18 mois, vous l'avez signalé, c'est une espèce de vague qui nous submerge, à la fois aux urgences, à la fois en gériatrie, auprès de nos personnes âgées, dans les EHPAD, au domicile, parce qu'au début, nous n'avions rien pour nous protéger. Que notre bonne volonté. Et d'ailleurs, il y a au moins une 60aine de soignants de première ligne qui sont décédés lors de cette crise. Maintenant, nous savons mieux prendre en charge nos patients, mais la fatigue est là. Pourtant, vous dites, ça a été une parenthèse. Enfin, c'est pas vous. Il y a plusieurs chapitres, il y a plusieurs intervenants. Vous avez coordonné l'ouvrage, et vous dites, malgré sa violence, ça a été une parenthèse enchantée. Et le personnel s'est découvert un formidable sentiment d'utilité, ce qui donne sens, en fait, à ce qu'ils font. Absolument. Non seulement le personnel, mais la direction de proximité qui est venue, qui a quitté ses bureaux, qui est venue auprès de nous en cellule de crise tous les jours et qui a enfin été à notre service. Vous avez besoin de quoi pour fonctionner? Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Là, on regardait plus si j'étais la plus nulle des psychiatres parce que je ne faisais que 3 consultations par matinée. Ça a été formidable. Alors vous dites, on était presque revenu au fonctionnement d'antan, et pourtant, donc le Covid a en fait révélé une pénurie de personnel, de lits, de matériel, vous l'avez rappelé, de protection. Et vous dites, le système D a fonctionné comme jamais grâce à un formidable élan de générosité, mais qui se paye. Et qui se paye par une immense fatigue. Pourquoi? Parce qu'il y a eu en plus les attentes du fameux Ségur de la santé en disant « on vous a compris, on vous a entendu ». Il a eu lieu, mais il a accouché d'une souris. Et beaucoup de soignants regardent tristement leur fiche de paye et se disent « ben non, moi, je veux plus être infirmière à 1 700 € par mois, hors prime ». Ce n'est pas possible. On ne peut plus nous mettre en jeu comme ça, en première ligne, à recevoir toute la misère du monde sans reconnaissance. Et la reconnaissance, elle passe aussi par les salaires. Ça vous a fait plaisir, les applaudissements à 20h, c'était quelque chose d'important. Très important, ça nous a gratifié. Beaucoup disent, puisque j'ai interviewé beaucoup d'infirmières, d'aides-soignants, ça faisait chaud au cœur.
bien sûr. Nous sommes des êtres d'émotion et se sentir enfin reconnaître par le grand public, c'était quelque chose, une petite botte secrète pour tenir le coup. Alors vous dites les héros dans votre livre, hein, je rappelle, là, donc c'est soigner les soignants. Vous dites les héros exaltés dans un premier temps, qui avaient retrouvé du sens, sont à présent fatigués et désabusés. Oui, et beaucoup sont dans un renoncement. Moi, je connais une aide-soignante qui veut élever des chèvres dans l'Arzac, qui veut cultiver des abeilles, qui veut tout à fait changer, ne plus se prendre la mort en direct, la souffrance psychique et physique en direct. Vous l'expliquiez tout à l'heure qu'effectivement la revalorisation était ridicule par rapport à l'investissement que le personnel met dans son travail. Et on lit dans votre livre que près de la moitié sont, enfin, en tous les cas, qu'on considère qu'ils pourraient changer de métier. Ah oui, 40% des infirmières, c'est très bien renseigné, beaucoup d'études le montrent. Et puis, ce qui me désole, c'est que nos jeunes médecins, les externes, les internes, eh bien, intériorisent le fait qu'ils ne valent rien, puisqu'on les rémunère pas, puisqu'on les considère pas, et sont amenés parfois à avoir des pensées suicidaires, à avoir du stress, même passer à l'acte suicidairement, ce qui n'existait absolument pas quand j'ai commencé médecine. Alors, votre livre, je le disais, donc c'est à la fois un constat et puis c'est une feuille de route. Et vous dites, il faut un plan. Alors, il y a 4 chapitres. C'est essayer d'identifier les mots et les sources, les soignants malades, la santé mentale des soignants et puis bien évidemment les moyens de prévenir. C'est un livre qui se veut avant tout aller au-delà des constats, apporter à chaque difficulté des solutions concrètes que nous détaillons dans le livre, n'hésitant pas à mettre des croquis pour bien se baisser, comment faire les transferts ces gens malades, n'hésitant pas à mettre des échelles de renseignement sur un état de stress ou de burn-out. Alors, vous me tendez la perche, puisque je souhaitais effectivement aborder 2 chapitres qui m'ont particulièrement marqué, qui ont aussi marqué d'ailleurs l'opinion publique, avec un choix, je dirais, malheureux il y a quelques semaines, qui est le tri de patients. Et dans votre livre, alors là, je vais interroger peut-être la cinéphile, en tout cas la psychiatre, vous dites il y a une analogie avec le choix de Sophie. J'ai trouvé ça terrible. Oui, c'est ma collègue philosophe avec laquelle je travaille, Elsa Godard, qui a rédigé ce chapitre, mais on l'a rédigé conjointement, puisqu'elle m'a longuement interviewée. Alors, on a caché derrière un euphémisme qui s'appelle la priorisation. Le fait que, in fine, il y a bien eu des choix contraints, des choix impossibles. Parce qu'ici, vous comprenez que le tri des patients, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Mais non, c'est inacceptable. Et aucun médecin ne veut l'accepter. Et pourtant, la semaine dernière, un patient âgé uniquement de 72 ans, c'est-à-dire un jeune homme pour nous, on l'a appelé en réanimation. Il n'était pas du tout, il n'avait pas de trouble cognitif. Il était tout à fait susceptible d'aller en réanimation. Et on nous a dit, mais il est le 15e sur la liste d'attente. Débrouillez-vous. Donc, de fait, a priori, sur un critère d'âge, sur le fait qu'ils soient en gériatrie, eh bien, on nous ferme les portes de la réanimation. Ça s'appelle un choix contraint. C'est juste inadmissible. Ça tord nos valeurs d'éthique et nos valeurs soignantes. Vous allez plus loin, vous dites les critères se sont faits sur la jeunesse ou la vieillesse, les hommes ou les femmes, les riches ou les pauvres, les cultivés ou les ignorants. Et je disais tout à l'heure que vous êtes à Émile-Roux, c'est un grand établissement avec 1000 lits, et vous dites a priori nous avons été exclus de l'accès au SAMU et à l'AREA comme les résidents des EHPAD. Absolument, au même titre. La gériatrie n'était pas concernée, même si on nous a montré pour l'exemple des beaux cas en réanimation. Je ne veux pas dire que les patients très âgés dont je m'occupe et polypathologiques pourraient tirer un bénéfice d'une réanimation lourde. C'est pas ça que je veux dire. C'est le a priori qui ne va pas. Il faut faire de la casuistique, du cas par cas, négocier avec nos collègues. Et on a l'impression, mes collègues et moi en gériatrie, que nous ne sommes pas entendus, nous ne sommes pas pris au sérieux. Sérieusement, il y a 15 malades qui ont le droit avant vous qui vous occupez de malades gériatriques. Alors quand vous parlez du choix contraint, et tout à l'heure on faisait référence au choix de Sophie, c'est en fait un choix qui n'est pas un choix. C'est un non-choix. Un choix implique un consentement après que l'on ait pu être informé
sur les choix, justement. Il faut qu'il y ait un non possible pour qu'il y ait un oui possible. Il faut qu'on puisse sentir ensemble ce qu'il est possible ou pas. Nous avons eu, par exemple, un monsieur de 78 ans qui est jeune pour nous. Lui, il avait toute sa tête et il a dit « Je ne veux pas aller en réanimation ». Nous l'avons écouté, nous n'avons pas devancé ce qu'il ne souhaitait pas et nous l'avons accompagné. Mais vous voyez que là, il a pu choisir parce qu'on lui a expliqué les risques et les espoirs aussi liés à sa situation. Et vous dites que pour le personnel de santé, finalement, ils se sont retrouvés responsables malgré eux de choix qu'ils n'avaient évidemment... Qui ne leur incombaient absolument pas, tout à fait. Alors, heureusement, j'ai honte d'utiliser ce terme, heureusement Sophie a sauvé un de ses enfants et vous dites que les soignants, eux, ont sauvé des milliers de personnes. Bien sûr, et dans l'ignorance totale. J'ai bien aimé à un moment donné, où, au lieu de nous dire tous les morts, on disait patient sauvé, patient sorti. Oui, et il y a de la vie, il y a de l'espoir, il y a des patients que l'on a pu sortir, mais vous avez vu les taux de décès en réanimation sont de 40% encore aujourd'hui, avec des patients de plus en plus jeunes, c'est-à-dire 55-65 ans, avec comorbidité, sont des réanimations longues. Et nous, en gériatrie, nous voyons dans nos unités Covid, eh bien, malheureusement, les patients s'amélioraient, puis tout d'un coup s'acutiser. C'est un virus qui est terrible, qu'on ne connaît pas bien, qu'on sait mieux prendre en charge, mais on voit une amélioration, on reprend espoir, et tout d'un coup, il faut envoyer un avis d'aggravation aux familles, car il nous échappe. Alors, vous avez évoqué très rapidement tout à l'heure le burn-out. C'est quelque chose qui est quand même très important. C'est une notion qui est une notion un petit peu nouvelle. Vous avez tout à fait raison de le dire. Elle n'est pas nouvelle dans la réalité. Burn-out, ça veut dire brûler de l'intérieur. C'est le mot anglais. Parce que c'est un syndrome d'épuisement en français. Ça fait moins bien. Burn-out, ça montre bien ce que ça veut dire. Et ça n'a été reconnu que le 28 mai 2019 par l'OMS. Et c'est toujours pas reconnu comme une maladie professionnelle, contrairement au harcèlement au travail. Et donc, on le voit, il y a 4 stades. Il y a d'abord l'élation. Je vais au travail, je vais y arriver. Ensuite, le surinvestissement. Ensuite, le fait qu'on dénie qu'on est dans un état d'épuisement. On s'investit encore plus. Et puis, le 4e stade, c'est l'effondrement. Et là, c'est soit on va s'effondrer physiquement, soit mentalement, soit un passage à l'acte suicidaire, comme on le voit malheureusement. Je cite des témoignages de jeunes médecins, aussi d'infirmières. Et c'est terrible, ça vous brûle de l'intérieur parce que ça brûle votre identité, votre être, vos savoir-être, vos savoir-faire. Et vous n'avez plus d'espoir. Quand on est dans une dimension aporétique, c'est-à-dire que sans issue, qu'est-ce qu'on fait? Cette violence que l'on reçoit, qui ne trouve plus sens, on la retourne contre soi. Alors, le burn-out, c'est donc quelque chose que vous voyez, évidemment, par votre travail, même si vous... Ah non, mais on a ouvert une ligne d'écoute et d'aide psychologique sur l'hôpital dès le 11 mars l'année dernière. J'ai reçu 150 soignants. Parce que vous expliquez dans un des chapitres que, en fait, le personnel soignant, un petit peu comme les cordonniers, ils sont souvent très mal chaussés. Ils prennent pas le temps pour eux. Et c'est pour ça qu'il faut des aides locales. Il y a des lignes, il y a des hotlines, mais finalement, ils s'en saisissent plus. Quand ils me connaissent, moi, ils tapent à ma porte. Ils viennent me voir. Ils viennent me dire, je peux plus. J'ai des palpitations. Je psychote. C'est un nom que je connaissais même pas. Les soignants le connaissent bien, eux. C'est-à-dire que je stresse. Je m'imagine des choses qui n'existent pas, peut-être. Comment on évalue ce burn-out? C'est l'interrogatoire, c'est extra... Oui, il y a des auto-échelles d'évaluation et je les ai mises dans le livre. Ça me paraît très important de s'en saisir, de les faire, de s'évaluer en disant mais oui, mais finalement, je suis complètement là-dedans. Et d'appeler au secours. Et qui au secours? Donc non seulement la psychologue du travail, non seulement les psychologues des sites sur lesquels nous travaillons, les psychiatres, bien entendu, parce que c'est très difficile d'obtenir un rendez-vous en ville auprès d'une psychologue ou auprès d'un psychiatre. C'est très compliqué. Les actes des psychologues sont pas encore connus de la sécurité sociale, donc pas encore pris en charge. Donc il est important d'apporter un soulagement concret, une main dans la main. Je vous écoute, je reçois votre parole et je ne vous laisserai pas tomber, je vous accompagnerai. Vous dites il ne faut pas les laisser seuls face à leur détresse et vous racontez dans le livre un des problèmes auxquels vous êtes confrontés, qui était le douloureux problème du corps nu du défunt
dans une housse et le personnel n'est évidemment pas prêt à ça. Vous dites qu'il y a eu des sentiments d'abandon, de privation de soins, de dignité bafouée. Et là, bien évidemment, on va basculer soit dans l'épuisement moral et l'épuisement physique. Il y a à ça des solutions de prévention ou bien cette situation était tellement exceptionnelle que... Non, la solution de prévention, c'est ne jamais baisser les bras et dire on est là. Moi, je ne suis pas partie, ma psychologue non plus. Lorsque les patients se sont mis à décéder de façon successive dans une unité dédiée pour les malades d'Alzheimer, nous avons été là, ne comptons pas nos heures. Et il y avait un aide-soignant qui me disait, mais c'est ridicule, je le soignais ce matin et là il est mort, je l'appelle par son prénom. Vous croyez que c'est ridicule, docteur Lefebvre? Mais non, c'est pas ridicule. Heureusement que vous l'appelez. Monsieur un tel, madame un tel, je vais vous laver le visage, je vais vous mettre un joli petit drap. Dire ces paroles-là, on pourrait dire que c'est un sentiment cultuel, laïque, hein, qu'ils ont pu proposer à ces malades décédés, alors que les heures auparavant, ils en prenaient soin. Comment on fait pour surmonter cette épreuve à laquelle on est à l'évidence pas préparé, alors qu'il y a une altération telle de l'environnement? Parce que les images que nous voyons, par exemple de Delhi, c'est des images que les réa ont probablement vécues au début de l'épidémie. Oui, et continuent de vivre encore. Et continuent de vivre encore. Aujourd'hui. Eh bien, il faut ne jamais rester seul. Et nous avons, organisé une journée de retour d'expérience. C'est-à-dire que chaque soignant a pu s'exprimer en son nom propre sur ce qu'il a pu vivre, de l'art thérapeute à la musicothérapeute, à l'aide-soignant. Ce corps à corps avec un corps de mourant, c'est pas leur rôle aux aides-soignantes. Hein. Comment on fait pour le chérir encore, pour le soigner encore? Je vous rappelle qu'on se doit de porter soin au corps décédé, au corps mort, jusqu'au bout. C'est ça la dignité humaine. Et nous devons le faire. Et dans votre livre, alors vous dites ce qu'il est important dans un des derniers chapitres, on y va assez rapidement, hein, je le rappelle, votre livre « Soigner les soignants », vous dites ce qui est important, c'est de retrouver la fierté d'être soignant. Oui, retrouver cette fierté-là qui nous faisait chaud au cœur lors des applaudissements. Vous savez, quand on fait une pièce de théâtre, c'est un peu un théâtre, hein. On endosse la blouse, on y va et les gens vous applaudissent. Eh bien, savoir qu'il y avait ce rendez-vous-là avec les Français, ça a été formidable. Alors, vous dites, aujourd'hui, on ne nous applaudit plus, nous sommes en quelque sorte les boucs émissaires de l'épidémie, c'est le monde d'avant, en pire. Mais malheureusement, je ne perds pas espoir. Et avec mes collègues, mes contributeurs, comme je dis, nous donnons des solutions et je pense que c'est ça qu'il faut lire et entendre. Le message, docteur Lefebvre, c'est prendre soin de soi pour pouvoir mieux prendre soin des autres. Parfaitement. Et des autres vulnérabilisés dans leur maladie. Aimer quelqu'un, c'est l'entendre raconter le récit de sa vie. Michel Serres. Oui, magnifique. Voilà, alors je rappelle le titre de votre livre, Soigner les soignants, chez MA Éditions. Je vous remercie beaucoup d'être venu nous raconter ce que vous vivez, ce que vous avez vécu. Merci à vous, docteur Affan. Merci infiniment.